Guillaume Bigot, je me tourne vers vous. Que s'est-il passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale? La réforme des retraites ressurgit, cacophonie en commission. Racontez-nous. Ah oui, c'est une affaire assez compliquée. Mais commençons par quelque chose d'assez simple. C'est que pour le président Macron, cette affaire de la réforme des retraites, ça ressemble énormément au sparadrap du capitaine Haddock dans la bande dessinée. C'est-à-dire, le capitaine Haddock essaie de se défaire du sparadrap et ça revient toujours sur lui. Donc le président de la République pensait s'être débarrassé de la réforme des retraites avec une alliance LR, ratée. Ensuite, il pensait s'être débarrassé de la réforme des retraites grâce au 49.3. Raté, il y a eu quasiment une censure à quelques voix près. Et il pensait enfin avoir échappé à la censure, donc au sparadrap de la réforme des retraites. Et voilà qu'il y a le projet de loi de Lyotte qui remet le sparadrap. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Eh bien, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi Lyotte. Ce projet de loi Lyotte, il a pour simplifier deux articles. Le premier article, on efface la réforme des retraites. On passe de 64 ans, on revient à 62 ans. C'est le premier article. Et deuxième article, il crée des nouvelles taxes et une conférence sociale pour créer des nouvelles taxes, et notamment des taxes sur le tabac. Pourquoi ? Parce que l'article 40 de la Constitution interdit aux députés de créer des charges, donc de créer des dépenses sans mettre en face des recettes. Donc les autres, ils sont malins, ils ont pensé à ça. Mais la commission des affaires sociales, elle vient, c'est le dernier recours, on peut dire. Il y avait d'abord un bureau de l'Assemblée nationale, mais comme c'était au lendemain du 49.3, ils n'ont pas trop osé dire grand-chose, et ils l'ont laissé passer, premier filtre. Deuxième filtre, il y a eu la commission des finances dirigée par Éric Coquerel. Donc là, inutile de dire que le filtre était inefficace. Et donc on arrive à aujourd'hui, à la commission des affaires sociales, troisième et dernière chance, avant que ce projet de loi Lyotte soit examiné le 8 juin prochain. Que s'est-il passé ? Eh bien d'abord, il y a eu un petit tour de passe-passe avec Olivier Marleix, le président des LR. Le président des LR, il a décidé, un peu comme un entraîneur de foot, il a retiré des joueurs de LR de l'intérieur de la commission des affaires sociales. Il a dit, vous, non, parce que vous êtes trop contre la réforme de retraite, donc vous, on vous retire et je vais en mettre d'autres à la place. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre, petit tour de passe-passe. Contrepartie de quoi ? Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est très étrange. Donc, il a remplacé 2 personnes. Ça a permis à la Commission des affaires sociales d'obtenir une majorité, pardonnez-moi l'expression, pour shooter l'article 1er de la loi portée par M. de Courson, de la loi Lyotte, qui vise à effacer la réforme des retraites. Pardonnez-moi. Donc, ça, c'est fait. Je vous en prie. Juste une petite parenthèse. Complexe, hein. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a mis un coup de projecteur sur LR aujourd'hui, mais ces petits changements entre amis ont l'habitude de se faire aussi avec d'autres partis. Aujourd'hui, on avait un coup de projecteur. Ah oui, voilà. c'est comme l'islamo-gauchisme. L'islamo-droitisme, ça existe aussi. Vous avez tout à fait raison. Absolument. Enfin... C'est pas tout à fait ça, mais bon. mais quand même, et inversement, si j'ose dire. Pour terminer, je pense que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il s'est passé donc normalement l'article... Alors là, c'est assez compliqué à comprendre. C'est que pour que la Commission des affaires sociales réussisse à éliminer l'article 1, à l'effacer, il faut tout de même que la loi soit portée au Parlement jusqu'au bout. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de l'effacer complètement. Donc il reste quoi ? Il reste l'article 2. Il reste l'article 2 qui institue des nouvelles taxes, etc. Et qu'est-ce que va faire Lyotte ? Parce que Lyotte n'a pas dit son dernier mot. Eh bien, ils vont faire un amendement, cette fois-ci, pour rétablir leur article 1. Voilà, c'est ça qui va se produire. Donc le sparadrap, il n'est pas prêt d'être retiré, en résumé. Donc là, on a vu que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas vraiment. Que va-t-il se passer la semaine prochaine ? Exactement. La semaine prochaine, on a une seule certitude. C'est que la réforme des retraites sera au cœur des débats. Sera au cœur des débats parlementaires, sera au cœur des débats politiques, sera même au cœur des débats sociaux, puisqu'il va y avoir une manifestation le 6 juin. Mais d'abord, pour comprendre ce qui va se passer avec cet amendement, parce que M. de Courson a dit qu'il n'allait pas lâcher l'affaire, qu'il allait remettre un amendement sur la table pour rétablir son fameux article 1, il faut comprendre que la personne qui va être au cœur de ce dispositif, de la contre-attaque pour empêcher l'amendement, c'est Mme Braun-Pivet, c'est-à-dire la présidente de l'Assemblée nationale. Et là, elle a 2 solutions, elle a 2 instruments, 2 chemins. Première solution, comme une grande, toute seule, elle déclare irrecevable, elle en a le pouvoir, elle déclare irrecevable l'article 1 de la loi Lyotte. Pourquoi ? Parce qu'il serait contraire au fameux article 40 de la Constitution, puisque c'est un amendement qui vise en quelque sorte à créer des dépenses supplémentaires sans recette en face. Et deuxième solution, elle peut obtenir le même résultat en convoquant un bureau exceptionnel de l'Assemblée nationale. Alors, il a déjà eu lieu, ce bureau, il a déjà laissé passer ce projet, mais finalement, c'est un amendement, donc c'est un nouveau texte, c'est un nouvel événement juridique. Donc, elle peut provoquer un bureau exceptionnel. Là aussi, ça ne s'est jamais vu, c'est tout à fait exceptionnel. Mais dans les 2 cas, Christine,
on est bien d'accord qu'il y a de toute façon un deuxième article qui prévoit des recettes. Donc de toute façon, c'est une petite manipulation, c'est une petite procédure, c'est une petite manœuvre en réalité. Voilà. Et cette obstruction parlementaire, elle ne va pas se faire finalement. Alors l'obstruction parlementaire, c'est peut-être la dernière solution parce que si Mme Braun-Pivet ne fait pas ça, si le bureau ne bloque pas et qu'on arrive au vote le 8 juin, il n'y aura plus qu'une seule solution, c'est l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire cette obstruction parlementaire que les gens de la majorité ont vomi contre LFI en disant que c'était insupportable, etc. Ils vont devoir s'adonner à cette pratique qu'ils ont dénoncée. Et encore une fois, cette manœuvre procédurale, ces différentes manœuvres procédurales, ça ne va pas se faire en catimini, ça ne va pas se faire sous les radars, ça va se faire au vu et au su de tous. D'abord, nous en parlons, mais le 6 juin, l'intersyndicale a mobilisé ses troupes pour une grande manifestation qui est destinée à mettre la pression sur l'Assemblée nationale, précisément. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le président de la République, dès le départ, il a choisi de ne pas utiliser l'article 11, de ne pas mobiliser le peuple français, de dire non, on ne va pas utiliser le référendum, parce qu'il faut privilégier la voie parlementaire, la représentation nationale. Et le président de la République, il n'a pas reçu les syndicats, donc pas de démocratie sociale, parce qu'il faut privilégier la représentation nationale. Et on voit qu'à l'arrivée, il n'y a pas davantage de vote à la représentation nationale. Moralité ? La moralité, c'est que je pense que la démocratie française est réellement en danger. Les institutions sont réellement en danger. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, il a effectivement voulu jouer la carte de la légalité contre la légitimité. Mais la légitimité, c'est aussi celle du Parlement. Comme l'a répété M. de Courson, la légalité, c'est la loi, c'est le Parlement qui la vote. Et en fait, on se rend bien compte qu'il ne joue pas la légalité contre la légitimité, le gouvernement et le président de la République, il joue la procédure contre la légalité et contre la légitimité. D'abord, il y a des tas de projets qui ont été portés par la majorité parlementaire et qui sont des projets, finalement, qui aggravaient les charges publiques et qui violaient l'article 40. Par exemple, le projet loi grand âge, le projet sécurité globale, ça n'a dérangé personne. Alors, la légalité, c'est quand ça les arrange. Non, mais j'ai envie de revenir là-dessus pour comprendre à quel point c'est un danger pour la démocratie. Entendu. Juste après la pause, on revient sur la notion du danger pour la démocratie. J'ai envie de comprendre. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. On parlait de ce micmac couac qui s'est passé en tout cas à l'Assemblée nationale avec le retour du débat sur la réforme des retraites, du débat en tout cas avorté. Bon bref, peu importe. La dernière question, c'était pourquoi vous disiez que ce qui s'est passé aujourd'hui est un danger pour la démocratie ? Parce qu'au lieu de jouer la légalité contre la légitimité, il y a l'idée de jouer la procédure et contre la légalité et contre la légitimité en définitive. Il y avait une formule qui a été utilisée par le député André Léniel en 1981. Vous avez juridiquement tort, car vous êtes politiquement minoritaire. Or là, qu'est-ce que fait le président Macron ? Eh bien, ils essayent d'avoir juridiquement raison parce qu'ils sont politiquement minoritaires. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et ça nous ramène à un sociologue allemand, un sociologue du droit, qui s'appelle Niklas Luhmann. Il a écrit un texte sur la légitimation par la procédure, qui rejoint l'intuition de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Moins un pouvoir est légitime, plus il va utiliser des tours de passe-passe, des petites procédures, il va chercher entre les lignes, etc., à avoir raison malgré tout. Or, la Révolution, elle a éclaté. Pourquoi ? Pas parce que tellement le roi s'est attaqué aux tiers-États, parce que le roi s'est attaqué en même temps aux tiers-États, en même temps une partie du clergé, en même temps à la noblesse. Et Emmanuel Macron, il devait jouer les notables avec les notables contre le peuple, il joue contre le peuple et contre une partie des notables. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux pour nos institutions.